Poutine répond à une question provocante d'un journaliste américain NBC. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Journaliste, Monsieur le Président, je suis Kay Simons. J'ai deux questions, si vous me le permettez. La première concerne le président élu Trump. Monsieur le Président, vous n'avez pas atteint les objectifs de l'opération militaire spéciale. Un grand nombre de Russes ont perdu la vie, y compris un général qui a été visé par une tentative d'assassinat ici, à Moscou, cette semaine. Par ailleurs, le chef syrien que vous souteniez a été destitué. Lorsque vous rencontrerez le président Trump, vous serez un dirigeant affaibli. Comment comptez-vous agir? Que pourriez-vous offrir dans un esprit de compromis? Vous avez dit, nous pourrons proposer, je pourrai proposer quelque chose au président élu Trump lorsque nous nous rencontrerons. Poutine. Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas quand nous nous rencontrerons, car il n'a rien dit à ce sujet. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 4 ans. Je suis prêt pour cela, bien sûr, à tout moment. Je serai également prêt à une rencontre, s'il le souhaite. Vous avez dit que cette discussion aurait lieu dans une situation où je serais affaibli. Chers collègues, et je dis cela avec respect, car malgré toutes les pressions exercées sur notre presse, nous vous permettons de travailler librement en Russie, et vous le faites sans restriction, c'est déjà bien. À vous, ainsi qu'à ceux qui vous paient aux États-Unis, il plairait beaucoup de voir la Russie en position de faiblesse. Mais je suis d'un autre avis. Je considère que la Russie est devenue beaucoup plus forte au cours des 2 ou 3 dernières années. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de devenir un pays véritablement souverain. Nous dépendons désormais très peu des autres. Nous sommes capables de tenir fermement, y compris économiquement. J'ai déjà parlé des taux de croissance de notre économie. Nous renforçons notre capacité de défense. La préparation de nos forces armées est aujourd'hui, j'en suis certain, au plus haut niveau dans le monde. Il en va de même pour notre industrie de la défense. Nous augmentons la production de tout ce dont notre armée et notre marine ont besoin. Et cela, non seulement pour le moment présent, mais aussi pour l'avenir. Nous le faisons avec assurance et à un rythme soutenu, contrairement à nos adversaires. Nous avons déjà évoqué les succès de nos forces armées. Ces succès sont en partie dus à l'augmentation de la production dans les secteurs de la défense de la Fédération de Russie. Et, encore une fois, nous faisons cela avec assurance et de manière assez rationnelle. Il a été mentionné que nos troupes progressent sur la ligne de front. Et comment cela est-il possible? Grâce, entre autres, à la technologie dont je viens de parler. Oui, nous faisons face à une coalition quasi totale des pays de l'OTAN. Mais regardons leur situation. Un obus de 155 mm coûtait 2 000 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, il coûte 8 000 €. Une multiplication par 4. Si cela continue, non seulement les 2% du PIB dédiés aux dépenses de défense que le président élu des États-Unis, M. Trump, exigeait et exige encore des pays de l'OTAN, ne suffiront pas, mais même 3% seront insuffisants. L'état de préparation, la formation et la condition intérieure des forces russes sont aujourd'hui incomparables avec celles de toute autre armée au monde. C'est pourquoi je considère que la Russie est aujourd'hui dans l'état que nous recherchions. Elle s'est renforcée et est devenue un pays véritablement souverain. Nous prendrons nos décisions sans tenir compte de l'avis d'autrui, uniquement en fonction de nos intérêts nationaux. Vous avez parlé de la Syrie. Vous, et ceux qui vous paient, vous les présentez tout ce qui se passe en Syrie comme un échec ou une défaite pour la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes intervenus en Syrie il y a 10 ans pour éviter qu'un sanctuaire terroriste ne s'y établisse, comme ce que nous avons observé dans d'autres pays, notamment en Afghanistan. Dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs. Même les groupes qui combattaient autrefois le régime d'Assad et les forces gouvernementales ont évolué. Ce n'est pas un hasard si de nombreux pays européens et les États-Unis cherchent aujourd'hui à établir des relations avec eux, même s'il s'agit d'organisations qualifiées de terroristes. Pourquoi vous en mêlez-vous? Cela signifie qu'ils ont changé, n'est-ce pas? Cela veut donc dire que, dans une certaine mesure, l'objectif a été atteint. Ensuite, nous n'avions pas de troupes en Syrie. Tout simplement, elles n'étaient pas là. Nous avions 2 bases, une base aérienne et une base navale. La composante terrestre était constituée des forces armées syriennes elles-mêmes, et comme tout le monde le sait ici, il n'y a pas de secret, de ce qu'on appelle des groupes armés pro-iraniens. Nous avons même retiré à l'époque nos forces d'opération spéciales. Nous ne combattions pas là-bas. Mais que s'y passait-il? Par exemple, lorsque des groupes de l'opposition armée se sont approchés d'Alep, environ 30 000 personnes défendaient la ville. Dans la ville, 350 combattants sont entrés. Les troupes gouvernementales, avec les soi-disant unités pro-iraniennes, se sont retirées sans combat, ont fait sauter leur position et sont partis. Et cela s'est produit de manière similaire sur presque tout le territoire syrien, à de rares exceptions près, où il y a eu quelques affrontements.
Auparavant, par exemple, nos amis iraniens nous demandaient de les aider à transporter leurs unités à l'intérieur de la Syrie. Maintenant, ils nous demandent de les en retirer. Nous avons évacué 4000 combattants iraniens de la base de Khmeimim vers Téhéran. Une partie des unités dites pro-iraniennes est partie sans combat au Liban, une autre partie en Irak. Cependant, la situation actuelle en République arabe syrienne reste, bien sûr, complexe. Nous espérons sincèrement qu'il y aura la paix et la tranquillité dans cette région. Nous maintenons des relations avec toutes les factions qui contrôlent la situation sur le terrain, ainsi qu'avec tous les pays de la région. La grande majorité d'entre eux nous disent qu'ils seraient intéressés à ce que nos bases militaires en Syrie restent. Je ne sais pas. Nous devons réfléchir à cela, car nous devons décider comment nos relations se développeront avec les forces politiques qui contrôlent actuellement et contrôleront à l'avenir la situation dans ce pays. Et nos intérêts doivent coïncider. Si nous restons là-bas, nous devons faire quelque chose dans l'intérêt du pays où nous nous trouvons. Quels seront ces intérêts? Que pourrons-nous faire pour eux? C'est une question qui nécessitera des recherches minutieuses des deux côtés. Mais dès maintenant, nous pouvons déjà faire certaines choses, notamment en utilisant ces bases. Par exemple, nous avons proposé à nos partenaires, y compris ceux qui se trouvent en Syrie et dans les pays voisins, d'utiliser la base aérienne de Khmeimim pour l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie. Cette proposition a été bien accueillie et avec la volonté d'organiser ce travail conjointement. Il en va de même pour la base navale de Tartou. Donc, peu importe à quel point certains souhaiteraient présenter la Russie comme affaiblie, vous savez, puisque vous êtes américain, je voudrais rappeler les paroles d'un écrivain célèbre que tout le monde connaît. Les rumeurs sur ma mort sont grandement exagérées. Et si une rencontre avec le président élu Trump devait avoir lieu un jour, je suis certain que nous aurons beaucoup de choses à discuter.